simplement pour souhaiter la bienvenue à la communauté qui va prendre le temps d'écouter cet enregistrement. Donc, c'est vraiment le résultat de près d'un an de travail, entre autres pour la Société Économusée, bien sûr. Et pour aussi, c'est aussi un moment très important pour la municipalité, mais également, je crois que ça, pour tout le territoire sud de Bellechasse, dans son développement et dans son avenir. Donc, je souhaite que la présentation va plaire aux auditeurs. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, malheureusement, on ne peut pas le faire en présentiel, mais si vous avez des questions qui vous viennent suite à l'enregistrement, n'hésitez pas à contacter Marie-Hélène, Guy Boudreau, Vincent ou même moi-même ou les membres du conseil du conseil municipal, excusez-moi. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et je laisse la parole à Carl-Éric. Merci, M. Bourget. Alors, ma collègue Mélanie et moi sommes très heureux de vous présenter ce rapport-là. On a amorcé le travail, comme M. le maire l'a dit, il y a un peu plus d'un an. J'aimerais d'emblée vous dire que ce n'est pas facile de présenter un rapport comme ça avec des diapositives PowerPoint. Il y a beaucoup de textes, je vous préviens, parce que c'est un rapport avec beaucoup de recommandations, de constats et de recommandations. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, parfait. Alors, vous comprendrez que si je ne regarde pas directement dans la caméra, c'est que je regarde mon autre écran également pour voir les diapositives. Alors, vous me pardonnerez si je ne vous fais pas toujours face. Alors, le rapport, c'est vraiment une étude de faisabilité qu'on nous avait demandé. Donc, l'objectif, c'est de regarder ce qu'on a entre les mains, ce que la municipalité, ce que la congrégation avait entre les mains. Est-ce qu'il y a un potentiel de développement? Et si oui, tenter de le quantifier, puis aussi déterminer est-ce que c'est rentable? Alors, tout d'abord, avant de commencer, juste permettez-moi de présenter qui nous sommes, la Société du réseau Économusée. On est un organisme à but lucratif qui existe depuis plus de 25 ans et dont la mission première est de préserver, perpétuer et promouvoir les métiers issus de la tradition ou encore les métiers traditionnels ou inspirés de la tradition dans le secteur des métiers d'art et du bioalimentaire, mais également des autres pratiques du patrimoine immatériel. Alors, nous, on travaille à assurer la pérennité des artisans entrepreneurs et des organisations qui sont des porteurs de savoir-faire en les accompagnant dans la mise en scène de ce qu'ils font de mieux et en bonifiant la rencontre avec l'artisan pour générer davantage de revenus. Quelquefois, on nous interpelle, comme la municipalité et la congrégation l'ont fait, pour accompagner des organisations qui ne sont pas membres de notre organisation, des non-membres. Mais pour nous, on est dans ce cas-ci dans le patrimoine matériel, dans le patrimoine immatériel. C'est pour cette raison-là qu'on a accepté l'invitation de la municipalité, dans un premier temps, de travailler avec elle. Alors, en termes de plan de présentation, il y a 7 points. On va voir le contexte et les mandats, le portrait touristique de la MRC, l'analyse du site conventuel, l'analyse du domaine du Lac-Vert, l'approche de développement stratégique, une proposition de structure de gestion et quelques mots sur la rentabilité financière. Tout d'abord, j'ai marqué mandat avec un S en 2 temps. Le premier mandat qu'on a eu nous avait été confié par la municipalité pour regarder uniquement le site conventuel. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelles sont les possibilités de développement? Est-ce qu'on est capable d'estimer de rentabilité? Et au mois de juillet dernier, ma collègue Mélanie a présenté les résultats de mi-mandat. Et un élément qu'on leur a dit, c'est que le site du Lac-Vert présente également un fort potentiel de développement et on pensait à ce moment-là que c'était bon de l'inclure dans l'étude parce que c'est, comme on a dit au mois de juillet, on est en présence d'une bague avec 2 diamants ici. Et on ne peut pas évaluer uniquement le site conventuel sans tenir compte du site du Lac-Vert, notamment par la proximité, la complémentarité, mais aussi, dans un cas, si on veut développer les 2 sites,
de la multiplication ou la multiplication d'avoir deux organisations. Il y a des économies d'échelle à les faire en gérant les deux sites. Et donc, on a été obligé de revoir à mi-mandat, en fusionnant les deux mandats, le tout dans un projet global. Alors, ce qu'on nous demandait, c'était de créer des nouvelles avenues et développer des infrastructures qui seront vacantes au départ des Sœurs, mettre en valeur, revitaliser la collection, l'exposition du centre historique, mettre en valeur la vie des religieuses, leur histoire, leur œuvre et leurs valeurs. Comment on peut favoriser avec ces deux morceaux-là importants, comment on peut favoriser l'utilisation tout d'abord par les citoyens de la municipalité, mais également à l'échelle de la MRC et à l'échelle régionale et encore hors de la région. On a un bijou, j'ai mentionné, ces deux bijoux, ces deux diamants, mais il y a le Lac-Vert, c'est quand même 344 hectares. On veut en faire une destination touristique en créant un produit d'appel régional. Est-ce qu'il y a un marché pour ça, puis démontrer la rentabilité financière? Alors, tout d'abord, dans un portrait touristique, je pense que c'est important d'avoir ce portrait-là pour voir c'est quoi un peu les gens qui viennent dans la région, qui consomment les produits touristiques dans la MRC de Bellechasse. Tout d'abord, on avait très peu de données. Il y a peu de données touristiques qui sont compilées par la municipalité. Par contre, au niveau de la MRC de Bellechasse et avec Tourisme Chaudière-Appalaches, les informations qu'on a, c'est 110 000 visites personnes du Québec, dont 13 total des visiteurs en Chaudière-Appalaches passent par la MRC de Bellechasse. Les excursionnistes et les touristes canadiens seraient au nombre de 300 000 visiteurs. On parle de 115 000 nuitées et 15 millions de recettes. Les dépenses journalières en moyenne sont de 130 $ et la majorité des visiteurs pour la MRC sont de Chaudière-Appalaches, puis par la suite, c'est les régions de Québec, Montérégie et de Montréal. Également, on a répertorié, on n'est pas allé dans la location de chalets ici, là, les gens qui ont des chalets, par exemple au lac Creffin, qui louent leur chalet, on n'est pas allé là, mais on a compté 13 établissements d'hébergement touristique, 79 chambres, et on nous l'a mentionné à la MRC, on juge qu'il y a vraiment un manque d'offres d'hébergement dans la MRC, et la clientèle qui fréquente, je vous dirais, la MRC, elle est très diversifiée. Il y en a pour le tourisme spirituel et religieux, ce qu'on appelle le tourisme, également le tourisme de bien-être, tout ce qui est le tourisme d'aventure, le tourisme de plein air, l'agro-tourisme, mototourisme et motoneige. L'autre élément aussi, c'est que quand même, ce qu'on regarde, les deux sites, bien, ils sont quand même au cœur de d'autres attraits régionaux quand même importants. Je parle de, vous savez très bien, la cycloroute de Bellechasse, le Miller Zoo qui attire beaucoup, beaucoup de monde, la station touristique du Massif du Sud, il y a le théâtre Beaumont-Saint-Michel. Donc, on est quand même au cœur de plusieurs attractions touristiques. On n'est pas loin. Donc, pour attirer une clientèle, c'est possible de pousser d'autres attraits lorsqu'on vient à Saint-Damien-Bellechasse et vice-versa. Ensuite, je vais passer la parole à ma collègue Mélanie pour l'analyse du site conventuel. Merci, Carl-Éric. Je ne ferai pas la lecture de tout ce qui est à l'intérieur. Comme Carl-Éric vous l'a mentionné tantôt, on a résumé un rapport en quelques pages PowerPoint, mais le rapport est très dense. Il y a beaucoup d'informations, puis je pense que la majorité d'entre vous avez eu la chance de le consulter, de le lire, puis je vous invite à le faire peut-être même après la présentation. Il y a peut-être des choses qui vont être plus claires. Puis dans les choses qui peuvent être un peu plus mélangeantes au cours de notre analyse, c'est qu'on a fait l'analyse du site conventuel, comme Carl-Éric l'expliquait tantôt, dans une première partie de mandat. Puis ensuite, on a fait l'analyse du domaine du Lac-Vert. Donc, on va encore présenter ces deux sections-là séparément, même si dans la partie suivante, soit les stratégies de développement, on présente cela comme un tout, comme un seul et même projet. Donc là, dans ce cas-ci, moi, ma présentation vraiment s'est séparée sur les deux éléments, dont entre autres deux sites d'hébergement différents. Donc, juste pour ne pas vous perdre au cours de la présentation. Donc, je vais commencer avec l'analyse du site conventuel. Donc, c'est le premier mandat que nous avons eu, puis nous avons regardé trois blocs, trois éléments très distincts, soit le renouvellement de l'exposition du centre historique, le potentiel d'hébergement sur le site dans le cadre du bâtiment de la maison mère uniquement. Donc, on n'a pas du tout regardé ce qui sont les autres possibilités d'hébergement, entre autres on sait, il y a actuellement de la location pour des travailleurs étrangers sur le site. Nous, ça ne faisait pas partie de notre mandat, donc c'est un élément qu'on n'a pas du tout touché. Puis, le troisième point, c'est au niveau de l'exposition permanente sur la sériculture. C'est un projet qui venait d'une idée qui était de l'externe de la municipalité, mais qu'on nous a demandé d'inclure dans l'analyse du projet pour évaluer le potentiel.
Carl-Éric, je vais te demander de changer Merci. Vous excuserez nos demandes de changer les pages. C'était beaucoup plus simple de fonctionner ici que d'essayer de changer à chaque fois un et l'autre. Donc, au niveau de l'analyse du centre conventuel, la façon dont on a fonctionné pour le centre historique, pour l'analyse de ce que devrait avoir le site ou de ce qu'a le site actuellement, on a fonctionné avec une méthodologie comparative de 8 sites religieux au Québec. Donc, on a comparé ensemble les caractéristiques, les offres d'activité, les offres complémentaires, les tarifs et les honoraires. Puis, c'est avéré que le site de la Maison Mère est présent dans 8 éléments distinctifs qu'on retrouve ailleurs sur d'autres sites aussi, mais entre autres, c'est ça, on peut y retrouver la chapelle, le tombeau d'un fondateur, une maison mère, un couvent, un monastère, un hospice, jardin et parc accessible et centre d'archives. Donc, on trouve que ce site a quand même un potentiel incroyable à mettre en valeur, puis c'est ce qui a ressorti dans la première partie de notre analyse. Ensuite, là, je vais vraiment vite, puis vous vous excuserez parce que si on faisait le tour de tous les petits points, on serait encore ici à minuit, puis ce n'est pas le but du tout, mais on va y aller de cette façon-ci, c'est qu'on va présenter les constats et opportunités et ensuite les recommandations. Donc, dans le cadre du centre historique, constats et opportunités concernant les caractéristiques du site. Ce qu'on a pu constater avec notre analyse actuellement, l'analyse qui s'est faite, qui est maintenant terminée, c'est un site exceptionnel qui se trouve au cœur de Saint-Émile-Buckland, qui se démarque autant par la multiplicité de son offre que son charme qui est incroyable. Il y a actuellement peu de mise en valeur et c'est l'une des seules congrégations qui relève directement de Rome, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en valeur et à utiliser pour se distinguer. Au niveau de l'offre et de l'expérience au centre historique, actuellement, il n'y a pas d'expositions temporaires qui sont présentées. Il n'y a pas non plus de restauration offerte sur le site. Là, on sait que le projet de la boulangerie s'en vient, mais pour l'instant, il n'y a pas cette offre alimentaire-là. Puis, il n'y a pas la programmation culturelle. On sait qu'il y a le centre culturel à Saint-Damien, mais il n'est pas sur le site même de la Maison Mère, donc c'est un élément qu'on a constaté. Au niveau de la collection puis de la mise en valeur des artefacts, la collection est très vaste et elle est en excellent état de conservation. Donc, ça, c'est un point qui est très positif. L'exposition permanente n'a pas été renouvelée depuis 1992, par contre. Ça c'est un point qui serait important pour le futur à réfléchir, puis on sait que c'est dans les projets aussi dans les prochaines années. La présence actuelle des serres permet de recueillir des informations. Les serres ont vécu là et elles vivent encore là aussi, puis pour nous, c'est un savoir-faire, c'est des connaissances, ce sont des archives vivantes, si on peut dire ainsi. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment un élément qui est hyper important. La congrégation est encore vivante et dynamique, notamment à travers ses missions étrangères. Puis ça aussi, c'est une source d'information et de données à recueillir actuellement pour pouvoir les conserver pour la suite. La collection va être inventoriée, photographiée et cataloguée en 2021. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon point pour la suite des choses. Au niveau de mise en marché, il y a une moyenne d'environ 500 visiteurs par année pour un site qui n'a aucune publicité puis qui ne s'affiche nulle part. Donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'il y a quand même, le site attire par lui-même, puis il y a une information qui se passe souvent par le bouche-à-oreille qui fait que ça attire des visiteurs sur le site. Mais par contre, on peut comparer qu'au Parc régional du Massif du Sud, c'est 60 000 visiteurs qui ont passé l'année dernière, puis 113 000 dans la MRC Delchasse. Donc, on sait qu'il y a un potentiel de visiteurs autour qu'il faut aller chercher pour le centre historique. Il y a beaucoup de bénéfices à la part de clientèle potentielle sur le site venant pour d'autres attraits. Donc, quand la boulangerie va fonctionner, quand le projet d'option aménagement pour le lac va aussi être en place, l'hébergement par le fait même, là, il y a vraiment un bassin à aller chercher pour de nouveaux visiteurs pour le centre historique. Actuellement, il n'y a aucun partenariat avec des voyagistes ou groupes organisés plus structurés, disons, là. Donc, ça, c'est un élément qu'on a noté en cours d'analyse. Il y a aussi une absence de droit d'entrée. Donc, pour l'instant, les visites ne sont pas payantes, mais ça pourrait l'être, ça pourrait permettre d'avoir plus de revenus pour le centre historique. Comme on le disait, 500 visiteurs, c'est intéressant, mais en même temps, le site est très peu connu, parfois même des gens de la région. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de devenir membre de l'Association du tourisme religieux et spirituel et de la Société des musées québécois, ce qui serait quand même un bon départ aussi au niveau de la visibilité. L'expérience de tourisme religieux et spirituel est en pleine croissance à travers le monde. Là, on le voit dans les statistiques. Donc, c'est un élément à mettre en valeur. Puis finalement,
On sait que le centre historique n'est pas reconnu comme une institution muséale par le ministère de la Culture et des Communications, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire reconnaître à ce niveau-là aussi par la suite. Donc, au niveau de l'hébergement, comme on vous a dit, on nous a demandé d'évaluer le potentiel de développement d'un hébergement de 20 chambres dans le bâtiment abritant la maison mère. Donc, c'est vraiment ces 20 chambres-là qu'on a évalué la possibilité. Puis encore là, on a fait une analyse comparative sur d'autres types d'hébergements de même type, même grosseur, même service. Puis on a comparé dans ces 15 lieux d'hébergement-là le type d'hébergement, la présence de restauration, de services connexes, le nombre d'unités, la tarification, les ateliers, les cours et formations disponibles, puis la vente de produits sur place. Puis toute cette analyse-là a fait l'objet d'un gros rapport, un gros tableau d'analyse qui a été déposé à mi-mandat aussi, qui peut me permettre de mieux comparer les sites. Dans la réflexion, puis dans tout le rapport qu'on a fait, on a constaté les éléments suivants. Il y a actuellement peu d'investissements requis et nécessaires pour transformer les 20 chambres actuellement identifiées en chambres très intéressantes pour un éventuel hébergement. Donc, on sait, il y a des gens qui dorment dans ces chambres-là. Ils servent souvent aux familles des sœurs qui viennent en visite. Donc, le potentiel est là, puis il n'y a pas énormément de travaux à faire pour y arriver à accueillir des visiteurs venant des visiteurs de type touristique. Il y a une possibilité d'agrandissement de l'hôtellerie aussi à long terme. Donc là, on a évalué 20 chambres, mais on sait que le potentiel pour agrandir le site est vraiment, vraiment intéressant. Vous le savez autant que moi, là, il y a des grands terrains autour qui permettent des activités complémentaires autant intérieures qu'extérieures. Entre autres, la piste cyclable qui est proche, mais qui n'est pas directement connectée. C'est quand même un enjeu. On le sait, il manque d'hébergement dans la région de Bellechasse, donc ce projet-là a vraiment un potentiel de fonctionner parce qu'on n'est pas en surabondance de chambres et de disponibilité. Par contre, un des manques, c'est une absence de restauration de qualité dans la municipalité. Il y a de la restauration disponible, mais il n'y a pas de type de restauration plus raffinée ou les soirées. On sait des restaurants qui ont fermé dernièrement aussi. La pandémie a été difficile pour beaucoup aussi, mais c'est quelque chose qui sera bonifié par la suite. Un des points positifs aussi qu'on a trouvé dans l'analyse, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir accès aux cuisines et de cuisine partagée, cuisine de la maison mère. Donc, ça pourrait être un élément intéressant pour un type d'auberge plus en mode communautaire, si on peut le dire comme ceci. Il y a aussi un potentiel avec les vétérans pour de l'hôtellerie de transition. Ça, c'est un élément qu'on avait discuté aussi avec la municipalité en cours de projet. Possibilité d'obtenir de la main-d'œuvre pour l'hôtellerie grâce au programme de réinsertion d'emploi qui pourrait se trouver dans l'atelier, dans la partie atelier derrière la buanderie, pardon. Donc, ça aussi, c'est un élément qui a été discuté en cours de mandat. Puis, le type d'hébergement qu'on va vous proposer plus tard dans les stratégies, c'est un type d'hébergement qui est convoité, mais qu'on ne trouve pas actuellement à proximité. Le troisième volet, c'est le volet acéricole. Donc, on l'a considéré un peu en marge, mais il est quand même dans le projet. Vous allez voir, on en parle plus loin aussi. Cette idée a pour but de mettre en valeur la sériculture et son histoire sur les lieux, autant sur le site de la Maison Mère, du site conventuel, qu'au domaine du Lac-Vert. Puis, pour évaluer le potentiel de projet de mise en valeur historique et contemporain de la sériculture, on a fonctionné avec, encore une fois, un procédé méthodologique qui nous a permis de comparer ensemble des érablières qui offraient un service de visite guidée, d'interprétation et de contenu plus contemporain sur comment fonctionne une érablière contemporaine. L'analyse de lieux d'interprétation plus structurés. Donc, on parle de petites centres d'interprétation, mais quand même intéressants et très touristiques. On a aussi comparé avec des musées, des centres d'interprétation qui touchaient le volet séricole, qui touchaient le contenu de la sériculture, puis aussi des événements sporadiques, dont entre autres les journées portes ouvertes de CDL, qui attirent énormément de gens, puis qui pourraient peut-être être concernés par un site tel quel sur le projet qu'on vous propose. Dans les constats et opportunités qu'on a trouvés à la suite de notre analyse, c'est qu'actuellement, il n'y a aucun réel musée de la sériculture au Québec. Il y a beaucoup de petits musées qui touchent à la sériculture. Il y a aussi des sites qui en parlent, mais il n'y a pas un musée qui est dédié à ce thème-là actuellement. Il y a une possibilité de positionnement qui est très forte. On sait que Bellechasse a été nommée comme capitale de l'innovation acéricole il y a quelques temps. Puis Saint-Damien
Et la congrégation sont un berceau fertile pour l'innovation en acériculture. Là, on le sait, le Père Brousseau a quand même formé des gens pour la cueillette de l'eau d'érable et la transformation en sirop d'érable, entre autres. Donc, il y a quelque chose d'historique et quelque chose de très contemporain dans l'innovation acéricole à Saint-Damien-de-Bacolone. On croit qu'il y aurait possibilité de faire la création d'un pôle d'attrait régional sur le thème de la sériculture qui ferait rayonner la MRC, mais aussi la région à l'extérieur. Il y a aussi un lien, comme je vous disais, à faire avec le site conventuel et l'histoire du Père Brousseau comme lieu de formation original et unique. Il y a déjà une érablière sur le site du Lac-Vert, donc il y a déjà il y a un potentiel énorme à mettre en valeur aussi, et une érablière, et une cabane à sucre comme à l'ancienne, donc on pense que ça pourrait être préservé. Il pourrait y avoir aussi un volet plus contemporain qui serait mis en valeur. On pense que grâce aux 2 sites d'hébergement puis au volet touristique, il y aurait possibilité de mettre en valeur et de vendre des produits de différents producteurs acéricoles de la MRC sur place, donc d'offrir de la visibilité à ceux-ci, mais aussi à des entreprises de la région. Donc, on pense entre autres à CDL qui n'est pas si loin, à Saint-Lazare, mais il y a peut-être aussi d'autres entreprises qui seraient contentes d'avoir un lieu de visibilité pour leur entreprise. Il faudrait, pour que le projet fonctionne, avoir des partenaires financiers pour assurer la rentabilité du site, mais aussi assurer la viabilité à long terme du site. Donc, ça c'est un élément qui est hyper important, c'est de trouver des partenaires pour la réalisation autant des contenus que de volet financier du site. Puis ensuite, c'est ça, j'ai perdu mon fil d'idée. On a analysé aussi dans le rapport d'autres sites de mise en valeur en séricole dans la région. Donc, c'est sûr qu'actuellement, il y a quand même beaucoup d'érablières qui font de l'interprétation, mais on pense que de se positionner comme un projet global, comme un projet phare, central, permettrait d'éviter une redondance puis un folklore qu'on rencontre déjà un petit peu partout aussi. Puis ça pourrait attirer un autre type de clientèle qui est peut-être moins intéressée par les érablières plus traditionnelles qui cherchent quelque chose de plus contemporain, mais ça pourrait peut-être être un lieu intéressant, encore une fois, à travailler avec les partenaires régionaux pour s'assurer de ne pas piler sur les pieds de personne, mais de mettre en valeur tous ceux qui œuvrent dans ce milieu-là. Puis, comme je dis, c'est la nécessité de rester très contemporain, très d'actualité. On le sait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de la sériculture. Les innovations vont vite, donc de faire un musée, il ne faudrait pas que le musée devienne trop poussiéreux trop rapidement. Je pense que ça reste un lieu d'innovation aussi. Donc, dans le cas du volet acéricole, dans les constats d'opportunité aussi, on est venu à la conclusion que le projet acéricole est pertinent, mais comme c'est M. Régent Bilodeau qui l'avait présenté au départ, son idée de départ était pertinente, peut-être pas viable, mais dans une version plus revampée et bonifiée. Nous croyons que c'est un projet qui est quand même très intéressant et pertinent pour la municipalité et pour la MRC. Ce projet-là peut avoir une portée autant à l'échelle de la province, s'il est bien présenté et promu aussi. Donc, il faut que c'est ça, qu'il soit bien soutenu. Il pourrait permettre à Saint-Damien puis à la MRC de Bellechasse de rayonner à titre de pôle d'interprétation sur l'innovation acéricole. Donc, pas uniquement sur l'histoire de la sériculture, mais vraiment comment la région est précurseur sur certains éléments. C'est sûr que les investissements seront majeurs par rapport aux retombées financières. On le sait, de construire un musée, c'est généralement pas très rentable rapidement, si ça ne l'est peut-être même jamais. Mais au niveau des retombées, d'avoir un musée ou un lieu d'interprétation acéricole pourrait permettre d'attirer des visiteurs qui pourraient profiter aussi d'autres services autour et vice-versa. Les autres services du site, autant du domaine du Lac-Vert que du site conventuel, pourraient être intéressés à aller visiter le musée, ce qui n'était peut-être pas une destination au départ. Mais il faut être conscient que c'est un projet qui peut être quand même relativement coûteux, qui demande beaucoup d'énergie, puis que sans l'appui de la municipalité, de la MRC, puis des producteurs de la région et des entreprises de la région, ce projet-là n'est peut-être pas pérenne et n'est peut-être pas réaliste non plus. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet qui soit soutenu par toute la région pour pouvoir aller de l'avant. Je poursuis avec l'analyse du Lac-Vert. Donc, comme Carl-Éric l'a expliqué un peu plus tôt dans la présentation, l'analyse du Lac-Vert est venue un peu plus tard dans le mandat, donc on ne l'avait pas considéré au départ. C'est à partir du mois d'août qu'on l'a considéré, puis on a même pu faire une visite au mois de septembre du site aussi. Donc, notre mandat était de vérifier le potentiel touristique du site. On sait qu'il est déjà utilisé, qu'il est déjà
qu'il y a déjà de l'hébergement qui est offert, qu'il y a déjà des activités, mais on nous a demandé de rêver un projet un peu plus grand, un peu plus large aussi pour s'assurer que si on y met de l'investissement, que ça soit rentable et que ça soit pérenne aussi par la suite, tout en conservant l'idée derrière aussi l'histoire, derrière la congrégation, puis de conserver les valeurs sur place pour s'assurer que ce site-là ne perde pas son identité par une bonification touristique sans fondement. Comme vous le verrez dans le rapport, ou vous l'avez déjà vu dans le rapport, on a analysé tout le site du Lac-Vert, donc autant le territoire, l'utilisation des sols. Il y a une note très importante à rappeler, puis ça, on s'en est rendu compte aussi en cours de projet, notamment avec la municipalité, c'est qu'il y a quand même la Commission de la protection du territoire agricole du Québec qui protège ce territoire-là du Lac-Vert, qui ne permet pas de faire n'importe quoi sur le site. Donc ça, c'est venu un petit peu cadrer notre analyse parce que nous avions au départ des idées très grandes, des foresta limina, des hébergements insolites, des sites, des activités vraiment explosées sur le site. Puis l'utilisation du site ne le permet pas actuellement. Donc, on l'explique un peu plus dans le rapport, mais on doit rester vraiment sur les terrains qui sont permis pour la vocation touristique, puis on doit préserver les terrains agricoles pour leur fonction agricole, pareillement pour les terrains forestiers, puis c'est une très bonne chose, mais c'est ça, au niveau touristique, c'est venu cadrer notre analyse. Dans notre analyse du domaine du Lac-Vert, on a évalué tout le potentiel du terrain. Bien sûr, Carl-Éric le disait plus tôt aussi, c'est 344 acres, mais c'est aussi 6 bâtiments, 146 chambres, dont plus que 90 que ce sont des chambres d'occupation individuelle. Le bâtiment de la fraternité, c'est 50 chambres, mais qui est uniquement ouvert sur 3 saisons. La maison Saint-Bernard, qui est le cœur de ce site-là. Il y a aussi une grange dans laquelle il n'y a plus d'animaux actuellement, les bâtiments de ferme, il y a un garage, une serre, une cabane à sucre, donc c'est quand même un lieu important. Puis il ne faut pas l'oublier aussi, il y a un lac qui se sépare en 4 zones importantes qui ceinturent aussi le cœur où sont les bâtiments. Quand on a analysé le Lac-Vert, puis on a visité le site, on a demandé aux responsables sur place quels étaient les visiteurs actuellement, puis qui sont ceux qui utilisent le site du domaine du Lac-Vert. Puis bien entendu, on a découvert qu'il y avait quand même, on pensait au départ, notre prémisse de départ était que l'utilisation était surtout pour les gens qui souhaitaient un répit, qui souhaitaient une retraite, mais on a découvert qu'il y avait quand même une belle diversité d'utilisateurs du site. Puis c'est quand même près de 3000 plus de 3000 visiteurs par année qui vont occuper le site. Mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de publicité, il n'y a pas beaucoup de promotion qui est faite pour le domaine du Lac-Vert. Donc, on sait que même juste par le bouche à oreille, puis par la récurrence des visiteurs, c'est un lieu qui est extrêmement apprécié actuellement. Dans nos constats et opportunités pour le Lac-Vert, au niveau des caractéristiques du site, comme on parlait, le vaste domaine qui est indéniable, la forêt qui peut être exploitée autant pour l'aménagement puis la récolte du bois. On pense qu'il y a quand même un volet cueillette qui peut être fait en collaboration avec des partenaires régionaux. Les champs qui sont actuellement en location sont toujours aussi des lieux qui sont exploitables pour les prochaines années. L'érablière qui pourrait être remise en fonction, pour l'instant, n'est pas exploitée, mais on pense que ce serait une très bonne idée de le refaire aussi. Il y a un potentiel de développer des activités de base de plein air, donc on va vous en parler un petit peu plus loin de cette idée-là. Les infrastructures d'hébergement sont hyper importantes. Ils prennent quand même beaucoup de place au cœur du site. Oui, il y a des travaux effectués, mais en même temps, il y a une très bonne base solide qui existe au niveau de l'hébergement et des bâtiments actuels du site. Vous le savez mieux que moi, encore une fois, Saint-Damien n'est pas si loin que ça des grandes villes. Donc, de Québec, Lévis, ça pourrait devenir une destination de week-end ou même d'excursion très intéressante parce que vous êtes quand même à proximité d'un grand bassin de population. C'est un site qui a un cachet exceptionnel qui, auparavant, était 100% autonome, vous le savez, là, mais qui pourrait encore l'être. Puis encore là, c'est des idées qu'on va vous lancer un peu plus tard dans notre vision de ce que pourrait devenir le site.
Les grands espaces autour, c'est un terrain de jeu incroyable pour des visiteurs, pour des touristes, mais aussi pour des entreprises locales qui voudraient développer des produits. Puis, finalement, c'est un site qui peut être développé et exploité à l'année. Donc, on parle de quelque chose qui peut vivre 12 mois par année, ce qui est quand même hyper intéressant aussi au niveau touristique. Au niveau hébergement et restauration, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait tantôt par rapport à l'hébergement aussi de la maison mère. On est dans les mêmes constats. Donc, il y a un manque d'hébergement dans la MRC. La capacité du site pourrait grandement pallier au manque de la MRC parce qu'on le sait, là, il y a un potentiel de 146 chambres, 146 chambres simples qui pourraient être converties soit en chambre double, en chambre familiale. Il y a aussi une capacité d'accueil du site qui est sous-exploitée. Il y a beaucoup plus de visiteurs qui peuvent se rendre sur le site qu'on le sait actuellement. Il y a des bâtiments qui sont peut-être plus petits actuellement qui pourraient être reconvertis. Par la suite aussi, ce qu'on a observé, c'est que oui, il y a des capacités d'accueillir des groupes de taille moyenne. Donc, entre autres, on pensait à des événements comme des mariages, des conférences, des colloques, quand on pourra recommencer à faire ces choses-là dans un monde un peu plus normal. Parce qu'il y a aussi des infrastructures qui sont hyper intéressantes sur le site, qui sont déjà là, dont une cuisine très bien équipée, une cafétéria, un service de buanderie, salle de réunion. Donc, il y a des infrastructures qui sont là, qui peuvent être facilement utilisables pour un volet touristique sur place. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, il y a un manque de restauration dans la municipalité et dans les MRC qui pourrait venir être comblé par un projet d'envergure au domaine du Lac-Vert. Au niveau des offres et expériences touristiques, le site et ses expériences de séjour sont très peu connues. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Actuellement, seule la marche en sentier est offerte au public alors qu'on sait que le territoire permettrait de faire quelque chose d'un peu plus grand. Il y a un potentiel pour des activités plein air toute saison, donc autant nautique sur le lac, embarcation sans moteur, activités hivernales, ski de fond, raquettes, randonnée, fat bike, activités estivales, donc vélo de montagne. Il y a aussi la randonnée pédestre qui est aussi possible en été. La piste cyclable qu'on parlait tantôt, qui était non reliée à Saint-Damien, c'est peut-être possibilité de rêver à essayer de relier la piste cyclable au site conventuel, mais aussi au domaine du Lac-Vert. Il y a le passage du chemin Saint-Rémy qui serait à mettre en valeur aussi, puis à peut-être bonifier, puis essayer de faire mieux connaître ce chemin-là qui est quand même d'importance dans la région. Dans notre analyse, on a pu prouver qu'il n'y a pas beaucoup de sites, de lieux pour des événements privés dans la région. Donc, ça serait un site qui aurait beaucoup de potentiel au niveau des événements locatifs. Puis, tout le volet agrotourisme, puis le volet éducationnel qui pourrait être arrimé au projet. On vous en parle encore plus tard dans nos stratégies de développement, mais on pense que c'est deux éléments charnières qui seraient vraiment intéressants à ajouter au domaine du Lac-Vert. Puis, dans les autres recommandations et opportunités, pour nous, comme je l'ai dit tantôt, c'est hyper important que la municipalité de Saint-Damien, même si elle a acquis le domaine il n'y a pas si longtemps, pendant le cours de notre analyse de notre rapport, on pense que c'est très, très important de conserver l'esprit puis les valeurs des sœurs et de la congrégation sur place. Donc, il ne faut pas évacuer tout ce qui est là actuellement pour repartir en neuf. Le site a une âme, a une personnalité, puis il faut la préserver, la mettre en valeur, puis trouver une façon de rendre ça plus accessible à tous. On sait, les jeunes générations sont peut-être moins, impliquées au niveau de cette histoire-là, mais il faut rendre ça très accessible et très, très pertinent et d'actualité. Un autre élément aussi qu'on recommande fortement, c'est de préserver le club de pêche qui est actuellement sur le site. Le club de pêche est un club de pêche privé, mais on pense que c'est pertinent de conserver ce club de pêche-là de cette façon-là, privé, pour l'utilisation et la viabilité du lac. On pense que c'est intéressant, qu'il y a une possibilité, puis que c'est pertinent aussi, encore une fois, de continuer la cohabitation entre le développement touristique, le développement d'offres de services, puis les activités de répit, recueillement et ressourcement qu'il y a sur place. Donc, autant par un calendrier, par du zonage ou encore par des types d'activités, que ces deux éléments-là peuvent être mitoyens et communs sur le même site. Pareillement que, puis ça, on va vous le redire aussi beaucoup, mais
Ce n'est pas parce qu'il y a un projet au domaine du Lac-Vert que le site conventuel devrait devenir un lieu de compétition au premier projet. C'est 2 sites qui doivent faire partie d'un seul et même projet puis qui doivent travailler en complémentarité ensemble. Donc, s'assurer que les activités offertes, que les calendriers, que les types d'hébergement soient vraiment complémentaires et non pas en compétition pour que les 2 sites puissent bel et bien vivre ensemble. Puis, on parle beaucoup de la maison mère, puis on ne l'a pas mentionné tantôt, mais on l'a mentionné dans le rapport. Le projet de la maison mère n'est pas encore un acquis comme c'est le cas pour le Lac-Vert actuellement. Donc, la municipalité n'est pas encore propriétaire, il n'y a pas encore de démarche dans ce sens-là. Donc, nous, on a rêvé les 2 sites ensemble. Puis, ça sera à voir ce que le futur réservera. Mais pour l'instant, nous, on pense que ces deux lieux-là peuvent complètement être unis dans un seul et même projet. Par la suite, dans les autres constats et opportunités aussi, c'est sûr qu'il y a des coûts de rénovation, d'aménagement et d'entretien du site global qui sont notables et importants, mais on va vous en parler très rapidement à la fin, mais dans le rapport, vous avez vu qu'il y a un volet beaucoup plus important. On a calculé ces coûts-là. On a tenté d'évaluer qu'est-ce que ça pourrait coûter puis quels sont les impacts de ces investissements-là sur le projet. Puis, ben, c'est ça. Je ne vous gâcherai pas le punch tout de suite, mais nous, on tenait à analyser ce volet-là parce que, comme Carl-Éric l'a mentionné totalement au début de la présentation, notre mandat était de valider s'il y avait un projet potentiel et si ce projet-là serait rentable. Puis, pour y arriver, on devait analyser les coûts d'aménagement du site du Lac-Vert aussi. Puis, ben, comme on l'a déjà dit aussi plus loin, tout le site est actuellement en utilisation, donc ça pourrait être très simple de le redémarrer en volet touristique, puis de le propulser très rapidement par la suite aussi. Alors, c'est moi qui va présenter… Carl-Éric, je te passe la parole. Oui, merci Mélanie. C'est moi qui va prendre maintenant la relève. Il y avait beaucoup d'informations, mais pour nous, c'était hyper important de vous expliquer nos constats et les opportunités qu'on a vues pour mieux comprendre vers où on s'en va, c'est-à-dire plutôt nos propositions. Alors, c'est pour ça qu'on a pris vraiment le temps de passer au travers de tout ça. L'approche de développement stratégique, tout d'abord, c'est quoi maintenant qu'on a ça entre les mains, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vers où on s'en va? Comment on doit imaginer les sites? C'est pour ça qu'on appelait ça tout d'abord le positionnement stratégique, qui a pour objectif de définir clairement la structure du projet quant à son expérience touristique, son image de marque, en fonction de ses caractéristiques et de la vision d'avenir par les différents acteurs du projet. On doit ici définir l'identité distinctive du projet. Pourquoi je viendrai à Saint-Damien-de-Bellechasse? Comment il faut l'imaginer? Puis comment on va se distinguer de la compétition pour attirer des gens sur les sites? Tout d'abord, on appelait ça les axes de positionnement stratégique. Pour nous, on est venu à la conclusion que c'est un projet global. C'est un projet global qui se déploie sur 2 sites, qui a des multiples bâtiments, des espaces extérieurs aménagés. Il y a une foule d'expériences touristiques qui sont culturelles, de nature, de plein air, de tourisme gourmand. On crée des rencontres diversifiées et enrichissantes. C'est quelque chose qui va être accessible à tous à l'année et avec une même et seule image de marque. On revient tout le temps de voir ça dans un projet global pour pas que les gens aient l'impression que ça soit 2 entités différentes. Et c'est pour ça je me répète, excusez-moi, un projet global. Puis vous le savez très bien, les deux sites sont très, très rapprochés. On appelait ça aussi une seule identité sur les 2 sites qui s'exprime par une seule image de marque. On est venu, c'est une recommandation, on appelait ça les grands domaines de Bellechasse. Tout d'abord à cause du domaine des Sœurs, puis le domaine du Lac-Vert. Pourquoi le D? Ben, c'était le lien avec Dieu, le divin, le don de soi des Sœurs. Alors, c'est une proposition, mais pour vendre ça d'un point de vue touristique, c'est pour ça qu'on doit amener ça sous un seul chapeau. On a fait ici une proposition, les grands domaines de Bellechasse. Bien sûr, ça sera à vous d'analyser si ça vous plaît ou pas. Mais pour nous, ce qui était important, c'est d'avoir une seule identité sur les 2 sites. Une offre diversifiée qui s'exprime dans une très grande diversité d'activités avec une mixité de cultures de plein air sur les 2 sites.
de multiples clientèles. On l'a évoqué, il y a déjà une multitude de clientèles qui vient dans la MRC de Bellechasse. Bien, je pense que c'est la même chose avec les deux sites. C'est des activités qui se pratiquent à longueur d'année puis qui attirent une diversité de clientèle, des amateurs de culture, de tourisme de bien-être, du tourisme spirituel, il y a de la motoneige, il y a du plein air. Et il y a un fil conducteur entre les deux sites qui unit la complémentarité et non la compétition. Puis le fil conducteur passe notamment par un lien physique qui est la route 279, mais un lien physique qui peut être développé à travers un sentier qui relie les deux sites. Et tout ça aussi, pourquoi une seule entité? Bien, c'est pour faciliter l'image de marque, tout le web, la centrale de réservation, tout le volet de communication, bien, c'est de promouvoir un grand projet avec deux sites, mais un seul projet touristique. Maintenant, on va tomber dans ce qu'on appelle les stratégies et les actions clés. C'est là qu'on va venir préciser des recommandations qui pourraient être mises en œuvre pour développer les deux sites. Tout d'abord, la première stratégie, c'est développer des expériences de tourisme culturel. Vous allez voir que dans toutes les propositions, on ne veut pas camper le culturel uniquement dans la municipalité et non au Lac-Vert. On ne veut pas uniquement camper les activités de plein air uniquement au Lac-Vert et c'est pour ça qu'on dit de développer des expériences de tourisme culturel. Le premier, par contre, c'est éclater des expériences de tourisme culturel à l'ensemble du site conventuel. On a 3 piliers. On a la chapelle Notre-Dame, on a la maison du Père Brousseau et bien sûr, on a le centre historique. Mais pourquoi ne pas éclater ce côté culturel-là à l'ensemble du site, c'est-à-dire par des panneaux d'interprétation, par la création d'activités d'animation, des visites guidées, mais pas juste focusser sur le centre historique, mais rendre le côté, la présence des sœurs et l'interprétation à l'ensemble du site. Puis je fais un lien aussi avec la présentation de l'option aménagement qui a quelques semaines faisait un peu le même parallèle. Il faut aménager l'ensemble du site, puis on peut mettre de l'interprétation un peu partout. Alors, Mélanie, dans les actions clés recommandées, bon, il a effectué des travaux de rénovation historique, renouveler l'exposition permanente, puis nous, on a fait une proposition de faire un thème traiter notamment des femmes derrière la congrégation pour créer un lieu humain et touchant, éclater le contenu du centre historique, je me répète ici, créer un centre d'archives et de documentation, bien sûr, tout ce qui est de visite guidée, animation, pour permettre aux gens qui auront loué les chambres d'avoir des activités complémentaires, développer une programmation culturelle, puis entreprendre un virage plus muséal. On l'a vu, il y a sans publicité, il y a 500 personnes, il y a un potentiel. Pourquoi ne pas travailler à d'être reconnu par le ministère de la Culture pour avoir un soutien au fonctionnement? Et puis, évaluer la possibilité de créer un bureau d'information touristique de la MRC de Bellechasse à la Maison-Mère. Maintenant, toujours dans la stratégie de développer du tourisme culturel, bien, pour ce qui est du Lac-Vert, c'est miser sur l'histoire du site et le savoir-faire agricole comme expérience touristique culturelle au domaine du Lac-Vert. Bien, dans le fond, je répète un peu ce que Mélanie a dit, c'est de mettre en valeur l'histoire du site par de l'interprétation à des endroits stratégiques, développer des activités d'animation. Et dans la grange, on verrait très bien 2 expositions complémentaires, l'exposition acéricole, puis quelque chose sur l'agriculture, puis l'histoire du domaine du Lac-Vert, puis développer une programmation culturelle annuelle avec des visites guidées, des animations, des ateliers et autres activités de médiation culturelle. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est de développer le tourisme gourmand au domaine du Lac-Vert en misant sur la vocation agricole originale. Dans le fond, Mélanie l'a dit, puis c'est important de le redire, on ne veut pas dénaturer, dans ce qui est proposé, on ne veut pas dénaturer le site, on veut mettre davantage l'histoire du site. Alors, l'éducation, la transmission de savoir-faire, le partage en trame de fond, c'est ce que les sœurs faisaient et nos recommandations s'inscrivent là-dedans. Déterminer quelles activités pourraient être gérées, développées et celles pouvant être confiées à un partenaire. Vous allez le voir un peu plus loin dans la présentation. Il y a une foule d'activités, je le mentionne ici, mais on le voit dans la structure de gestion. Il y a une foule d'activités qui peuvent être développées au Lac-Vert. Je prends par exemple l'érablière.
Donc, l'organisation qui va prendre en charge la gestion des domaines, est-ce qu'obligatoirement, elle doit le gérer elle-même? Est-ce qu'elle ne pourrait pas le confier à un tiers, un partenaire local pour gérer? Donc, c'est ce qu'on vient dire dans notre rapport, c'est qu'il y a des éléments qui pourraient être gérés par d'autres. Donc, alors, je viens de mentionner, poursuivre la culture des champs, analyser la possibilité de développer d'autres grandes cultures, remettre en fonction l'érablière, tirer des revenus de la vente de sirop des produits dérivés, évaluer les coûts pour créer une entreprise de transformation sur place. Dans la maison Saint-Bernard, il y a une très grande cuisine. Alors, pourquoi une entreprise de transformation ne pourrait pas s'installer là et utiliser les cuisines actuelles, mettre en valeur le verger ancestral, patrimonial pour l'autocueillette et la transformation du site. Puis, il y a un paquet d'activités de récolte de petits fruits, de culture de petits fruits, abricottiers, noix, miel et culture maraîchère qui pourraient être redémarrées, si vous me permettez. Si vous me permettez de dire qu'on redémarre ça, on s'inscrit dans la suite. C'est un peu un retour à la terre, ce qu'on dit ici. Ensuite, d'autres actions clés, vendre des produits frais ou issus de la transformation, soit sur le site, à la municipalité. Ça pourrait être avec un partage avec des organismes communautaires. Il y a déjà une serre, pourquoi ne pas l'utiliser pour tout ce qui est plantes médicinales, plantes teinturières, ornementales. Bien sûr, une mini-ferme attire toujours une certaine clientèle et clientèle familiale. Miser sur la culture biologique, les pratiques agricoles durables, développer la restauration dans l'auberge parce que Mélanie, comme Mélanie mentionnait, c'est un manque. Faire de la restauration un produit d'appel, puis miser sur le volet du tourisme culturel pour diversifier les activités offertes sur le site. Maintenant, la stratégie 3, c'est vraiment créer des expériences touristiques de nature et nature plein air. Ce qu'on dit, c'est qu'au Lac-Vert, il y a déjà un potentiel qui est là, qui est sous-exploité. Et ce qu'on dit, c'est de créer un centre de plein air au domaine du Lac-Vert. Alors, convertir le centre de prière épais en accueil principal pour une base de plein air, mais il y a déjà quelques sentiers. Il y a également des chemins, on va dire des chemins forestiers, des chemins de gravier. Pourquoi ne pas les utiliser ou encore en développer d'autres? Des sentiers pour la raquette, du ski de fond, du vélo, du fat bike, vélo de montagne, gravel bike, vraiment relier les deux sites par un sentier, puis profiter de l'été pour développer des activités nautiques, qui soient canot, pédalo, kayak, ajouter des quais pour la mise à l'eau, puis mettre en place un service de location d'équipement justement pour faire le prêt de tous ces équipements-là, autant en été qu'en hiver. D'autres recommandations clés, quelques aménagements d'hiver, tout ce qui est infrastructure telles que bancs, tables à pique-nique, aires de repos, ça pourrait être des sites d'observation. Pourquoi pas faire quelque chose avec des glissades sur chambre à air? On revient tout le temps sur l'idée d'une programmation d'activités. Il faut offrir des activités en 4 saisons que les gens vont pouvoir réserver. Aussi, évaluer la possibilité de joindre le domaine du Lac-Vert au sentier de motoneige et de quad. Ça peut paraître contre nature avec la vocation actuelle du site. C'est quelque chose qui est à évaluer. Ce que j'ai mis ici sur la photo, la ligne verte, c'est le sentier de motoneige qui passe quasiment dans le cœur de la municipalité, mais qui est, ce que j'ai calculé, on est à peu près à 1 kilomètre, là. Le sentier passe à 1 kilomètre du domaine du Lac-Vert. Puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments, fait qu'on est capable d'entreposer tout ce qui est tout équipement de location. Toujours dans le développement d'expériences de nature et plein air, développer des activités de nature également au site conventuel. Puis là, on se base sur la présentation, les discussions qu'on a eues avec Option Aménagement. Il y a déjà des activités qui sont prévues de plein air. Alors, il faut voir que ces deux projets ne forment qu'un, tant dans l'aménagement des sites qu'aux yeux des visiteurs. On ne l'a pas creusé, quoi tout à fait développé, mais Option Aménagement en proposait déjà. Fait que on dit qu'il faut vraiment unifier les deux projets. Stratégie 4, développer l'hébergement pour une large clientèle. Alors, développer une auberge avec les 20 chambres au site conventuel. Et je vous amène sur les photos. Alors, c'est 20 chambres, mais avec l'esprit de communauté, bien, ce qu'on propose, c'est un peu, je vais dire auberge de jeunesse, mais souvent, on a peut-être une mauvaise
connotation lorsqu'on pense à auberge de jeunesse, là, les gens que je vois les visages qui ont à peu près mon âge, là, mais c'est peut-être une auberge de jeunesse renouvelée, plus à la mode, avec beaucoup d'espaces communautaires, avec un accueil, une boutique, cuisine et salle à manger communes, salon commun, des espaces de jeu pour les enfants. On dit délimiter le stationnement, offrir des bornes électriques, puis un rangement extérieur fermé pour mettre les vélos en sécurité. Donc, c'est une petite auberge, je vais appeler ça auberge de jeunesse, là, mais c'est plus les mêmes auberges de jeunesse qu'on avait dans le temps. Alors, c'est des images qui sont... Vas-y. Oui, si je peux me permettre, Vas-y, dans le fond, vas-y. on imagine cet hébergement-là, on l'a imaginé beaucoup pour, le cyclotouriste qui arrivait en gang, qui voulait peut-être avoir une chambre, oui, mais pouvoir de se partager un bon repas le soir, qui vont pouvoir cuisiner eux-mêmes, mais aussi, on en discutait avec les gens de la municipalité, mais que la municipalité puisse recommencer à accueillir des tournois de hockey, puis accueillir des équipes de hockey, donc d'avoir plusieurs familles qui se réunissent ensemble dans cet hébergement-là, qui le soir, les enfants partagent la salle de jeu, tandis que les parents sont dans un salon en train de jaser. Bien, on trouvait que c'était un lieu qui était peut-être très accessible, très communautaire, oui. La cuisine peut être partagée ou non, mais c'était un lieu qu'on voyait très convivial. Puis ça, encore une fois, ça ramenait encore les valeurs de la congrégation actuelle puis les valeurs de communauté qui sont là depuis l'histoire du site. Merci, Mélanie. Je poursuis. Transformer maintenant, toujours dans le développement de l'hébergement, on retourne au Lac-Vert ici, c'est transformer la maison Saint-Bernard, le centre prière épais, en auberge au Lac-Vert. Il y a plus d'une centaine de chambres au total sur le site. Nous, ce qu'on dit, c'est dans la maison Saint-Bernard puis le centre prière, on a un peu plus de 70 chambres individuelles. La presque totalité sont individuelles. Donc, réduire le nombre de chambres pour avoir des chambres de 2, de 4 ou qui sont capables d'accueillir des familles. Faire de la chaumière l'accueil, la réception d'auberge. Puis l'auberge du Lac-Vert propose accueil boutique, des chambres individuelles, que ce soit des chambres individuelles, occupation simple, double ou quadruple, avec des fois salle de bain privée ou encore des salles de bain partagées, restauration, stationnement sécuritaire pour tout ce qui est quad, motoneige, voiture. Et aussi, on a inscrit les soins corporels. L'idée, ce n'est pas de faire un spa avec tous les types de bains, mais c'est d'offrir des soins corporels. Ensuite, il y a des bâtiments qui peuvent se prêter à la location de chalets. Je pense que dans le contexte actuel, dans la COVID, ce genre d'hébergement-là est très, très, très prisé. Alors, les bâtiments de l'Ermitage, la Fraternité, l'accueil Notre-Dame sont développés et mis en marché pour la location de chalets. Au total, ces 3 bâtiments peuvent accueillir de 8 à 80 visiteurs au total. La stratégie 5, c'est de développer le tourisme en affaires et les événements privés. Le projet global, on compte 8 salles locatives de 10 à 250 personnes. En plus, on a 2 chapelles pouvant accueillir 80, 90 à 450 personnes. Parmi les actions clés recommandées, doter à terme l'organisation des équipements nécessaires pour la location de salles de réunion et de réception, offrir et promouvoir la possibilité de tenir des événements divers, mariages, réception de bureaux, activités de team building, lac à l'épaule, conférences, lancement de produits. Puis, travailler avec les organismes du milieu et les partenaires régionaux pour les inviter à venir utiliser les salles de réunion pour tenir leurs propres événements. Et là, on a quelqu'un du monastère des Augustines sur la conférence. Alors, nous-mêmes, la Société, on a organisé un événement au monastère des Augustines il y a quelques années, il y a 3 ans. Alors, c'est un exemple de tourisme d'affaires. Ensuite, c'est la stratégie 6, développer et mettre en œuvre une solide stratégie de marketing de relations avec la communauté. C'est un projet qui démarre, c'est un gros projet. Il y a beaucoup de partenariats à faire et c'est pour ça qu'on dit qu'il est hyper important d'avoir une stratégie pour établir une présence et des maillages très forts entre les différentes organisations du milieu, les différents acteurs de développement économique, culturel et le secteur privé. La connaissance et le maillage avec des partenaires du milieu peuvent répondre à des enjeux de taille dans la rentabilité et la notoriété du lieu aménagé. Donc, parmi les actions clés, engager une firme de communication, marketing, image de marque pour développer toute la stratégie.
Devenir membre des différents groupements, associations de promotion touristique, bon, Tourisme Bellechasse, membre de l'ATR, également patrimoine religieux, possiblement la Société des musées du Québec, puis s'engager dans diverses actions à déterminer pour établir les liens avec la communauté et devenir un projet qui recueille l'appui des acteurs régionaux. Fait que nous, pour une stratégie gagnante, il faut faire beaucoup, beaucoup de maillage pour faire connaître le site pour le rentabiliser et devenir un joueur clé dans l'offre touristique de Bellechasse. Maintenant, en termes de structure de gestion, on a pensé tout de suite à la création de nos BNL parce que c'est une structure qui est relativement bien connue, simple, c'est-à-dire en règlements généraux, lettre patente, assemblée générale, conseil d'administration, direction, puis une équipe. On n'est pas allé tout de suite vers la coopérative de travailleurs ou la coopérative de services. Je pense que c'est important de démarrer ça, puis éventuellement, s'il y a une évolution, on pourra envisager, analyser. Mais je pense que pour partir les choses rapidement, la meilleure chose pour nous était de créer un OBNL. Bon, tout d'abord, la plupart, vous le connaissez, mais au cas où, bien, il y a une assemblée générale, le conseil d'administration. Nous, on faisait la suggestion qu'il y ait comme 3 parties prenantes sur le conseil d'administration. Des représentants de la municipalité, des représentants de la congrégation pour toujours maintenir les orientations que les sœurs, c'est un legs, toujours s'assurer pour les sœurs que ce qui est développé garde leur esprit. Puis aussi, ce qu'on a appelé les partenaires d'affaires, c'est-à-dire les gens avec qui l'organisation pourrait travailler ou encore confier certains mandats, comme par exemple l'exploitation d'érablières, bien sûr une direction régionale. Puis le conseil d'administration pourrait mettre en branle différents comités avec des mandats précis pour aller chercher d'autres expertises du milieu des affaires, du milieu communautaire, du milieu touristique pour être mis à profit dans la réflexion dans les différents comités. Ensuite, organigramme des ressources humaines, bien sûr une direction régionale appuyée par 4 coordinations, tout ce qui est l'administration, l'accueil, le développement des affaires, les opérations et l'hôtellerie. Maintenant, les partenaires d'affaires, je me répète un peu, là, ici, on dit que l'OBNL ne peut aspirer à posséder toutes les expertises. Alors, c'est pour ça qu'on dit l'organisation pourrait confier la gestion d'activités à des partenaires d'affaires. Et ces partenaires-là peuvent être soit des coopératives, d'autres OBNL ou encore des acteurs des entreprises privées. Et le fait de confier à d'autres certaines responsabilités, mandats, bien, ça permet de soutenir l'entrepreneuriat, élargir les organisations, entreprises à qui va bénéficier le projet. C'est des revenus pour l'organisation. Pour le développement de produits et services, il est important de prioriser les entreprises en place actuellement comme partenaires afin de soutenir l'économie locale et faire profiter la région des retombées de ce projet. Enfin, en termes d'analyse financière, l'analyse financière nous a permis de valider que le projet présenté ce soir serait rentable d'ici 5 ans, moyennant des investissements raisonnables et justifiés, selon un échéancier réaliste tout en tenant compte du financement disponible. Puis également, aussi, on a mis dans notre analyse financière des montants relativement importants comme, je cherche le mot, mais je veux dire un coussin contingence. Je vous dirais qu'en conclusion, en résumé, le projet de mise en valeur des 2 sites est de les rendre accessibles aux citoyens en priorité, tout en attirant les visiteurs pour de courts séjours en proposant une destination offrant un éventail de services et d'activités, favorisant le tourisme, cela afin de positionner Saint-Damien de Buckland comme une destination touristique et non plus comme un simple lieu de passage. Alors, ça conclut notre présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci, Carl-Éric. Merci, Mélanie. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne écoute. J'espère que la présentation va vous avoir plu. Si, comme je le répétais en entrée de jeu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler à la municipalité. Marie-Hélène, Vincent, moi-même ou les conseillers municipaux seront disponibles pour vous répondre et éclaircir certains points s'il y a lieu. Donc, encore une fois, et même si certains d'entre vous ont peut-être des projets en tête suite à la présentation, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer.
Donc, à tous, une bonne écoute. Merci.